Toute l'histoire de Rome pour s'endormir. La nuit tombe doucement sur le Latium, et le Tibre glisse comme une longue respiration entre ses rives de pierre et de sable, la surface à peine froissée par un vent discret. Nous sommes là, immobiles, à écouter des cloches lointaines, à sentir l'odeur humide des herbes au bord de l'eau, tandis que la lumière se retire peu à peu des collines. Avant de parler de dates, de noms ou d'empires, laissons la ville future se dessiner comme une lueur dans l'obscurité, une promesse encore fragile. L'eau coule depuis toujours. Les pas des hommes finiront par suivre la rive, puis traceront des chemins, puis bâtiront des murs, et tout cela naîtra d'abord d'un besoin simple: s'abriter, échanger, vivre ensemble. Au loin, la lune accroche les sources, les pierres tièdes meurtries de soleil, et tout devient calme, presque immobile, comme si la grande histoire n'était qu'un murmure que nous allons écouter sans nous presser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si ces histoires les raconter calmement te plaisent, pense à t'abonner et à laisser un like. Dis-moi en commentaire d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. Merci. Nous allons cheminer depuis les temps très anciens du fleuve et des premiers villages jusqu'au roi, puis à la République, avec ses lois et ses débats, puis à l'Empire, avec ses routes, ses aqueducs et ses marchés. Au fil des siècles, nous parlerons autant des maisons, des métiers, des croyances et du pain quotidien que des batailles connues, parce que la vie ordinaire soutient les grandes façades. Nous verrons comment les idées voyagent comme l'eau, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, comment la pierre s'ajuste, comment la lumière change les silhouettes des temples et des basiliques. Nous traverserons aussi les crises, les reconstructions, les renaissances, jusqu'aux héritages encore visibles aujourd'hui, quand un pas résonne sur un pavé ancien et que le temps se superpose sans se heurter. Avant de prononcer le mot « Rome », regardons la plaine douce qu'il a portée. Des collines rondes, un réseau de sources, des sols fertiles, des sentiers qui se croisent près d'un gué. La mer n'est pas loin. Elle apporte le sel, les poissons, des voiles qu'on aperçoit parfois au ras de la lumière. Le fleuve apporte l'eau, la navigation intérieure et une voie naturelle pour les échanges. Entre mer et montagne, la région est assez ouverte pour recevoir, assez protégée pour durer. C'est ce balancement, cette géographie simple, qui autorise une histoire longue. Peu à peu, des campements deviennent des foyers deviennent des maisons légères, des maisons deviennent des hameaux accrochés aux pentes. Au petit matin, on entend le frottement des meules, le bêlement d'un troupeau qui descend vers la rive, le bruit du bois qu'on ajuste pour un toit, pour une barque. Les gestes se répètent et se transmettent. Cultiver, cuire, tisser, sculpter une pierre pour qu'elle s'ajuste à une autre. Ces gestes, discrets comme des pas sur une terre sèche, fondent plus sûrement une cité que les exploits des héros. Ils dessinent un rythme, un calendrier, une manière d'habiter l'espace. Ce qui comptera dans la suite, c'est la manière dont les habitants apprennent à s'organiser. D'abord autour des foyers et des hôtels, puis autour de règles que l'on accepte parce qu'elles protègent. Une ville repose sur la confiance autant que sur la pierre. L'eau d'une fontaine n'est utile que si chacun accepte d'attendre son tour, si la parole donnée vaut promesse. Ainsi, avant même les murailles, nous trouverons des rites, des fêtes simples, des réunions près d'un arbre ou d'une source. Et, derrière ces gestes, une idée douce. Nous sommes plus solides ensemble que séparés. Cela, silencieusement, prépare déjà Rome. Bien avant les récits célèbres, les rives du Tibre accueillent des groupes qui se déplacent au rythme des saisons, cherchant l'eau sûre et la pierre qui tient sous le pied. On choisit les hauteurs pour dormir à l'abri de la brume, on descend à la rive pour pêcher, laver, échanger quelques outils. Les collines offrent de petites terrasses où pousser l'orge et le blé, et les clairières laissent passer une lumière douce qui sèche les récoltes. La mer, proche, donne le sel, ce minéral simple qui garde les aliments et lie déjà les villages à un réseau plus vaste. Tout cela s'assemble sans hâte, comme un panier tressé, brin après brin, usage après usage.
Au fil des siècles, la maîtrise du feu, des métaux et des poteries change la vie quotidienne. Une jarre bien cuite garde l'huile et l'eau fraîche, une lame solide raccourcit les travaux, une aiguille fine rend le vêtement plus ajusté. Ces perfectionnements ne font pas grand bruit, mais ils multiplient le temps disponible, soulagent les épaules, augmentent la confiance dans le lendemain. Les maisons restent simples, poteaux, torchis, toit de chaume, une ouverture pour la fumée et dehors un petit espace pour sécher les herbes, réparer un filet, parler. Les ruisseaux, les sources, la pierre claire forment un décor familier où la régularité rassure. Pendant ce temps, des chemins se dessinent. On suit la rive, puis on coupe par une crête et peu à peu, des pistes s'installent. Des gens venus d'autres vallées apportent des perles de verre, des motifs, des chansons et repartent avec du sel, des pots, un bracelet en bronze. La diversité ne bouleverse pas l'équilibre, elle l'élargit. On adopte une façon de cuire, un motif de poterie, un mot nouveau pour nommer le même vent. Ainsi, sans plan d'ensemble, se forme une culture capable d'accueillir, de mélanger, de traduire. Parfois, des collines voisines deviennent des points de rassemblement plus durables. On y dresse un petit sanctuaire, une pierre levée, un feu qui ne s'éteint pas. C'est là qu'on règle les disputes, qu'on promet des alliances, qu'on célèbre la moisson. Les rites donnent un cadre aux émotions et aux peurs. Remercier la source, saluer la lumière du matin, demander une pluie juste. Une société se renforce quand elle sait nommer ce qu'elle espère et partager ce qu'elle a. Cela prépare des institutions, le respect d'un tour de parole, l'habitude de décider en commun, la mémoire d'un engagement. La géographie du Latium joue encore comme une douce main qui guide. Ni montagnes écrasantes, ni déserts fermés. Un paysage de passage, de seuils, de rives praticables. Ici, un gué permet de traverser. Là, une colline surveille la plaine. On imagine déjà une petite place où poser les paniers, une bande de pierres pour garder les pieds au sec, un marché improvisé quand plusieurs groupes arrivent le même jour. Rien d'éclatant, mais un enchaînement patient de solutions simples. Dans ce tissage, chaque fil compte, un outil mieux fait, une règle plus claire, une amitié entretenue autour d'un feu. Pourquoi cela importe-t-il pour la suite ? Parce qu'une grande cité ne tombe pas du ciel. Elle naît d'innombrables décisions quotidiennes, modestes et sensées. Quand l'heure des rois, des lois et des routes viendra, ces habitudes d'échanger, de se réunir, de ménager l'eau et la pierre seront déjà là, prêtes à soutenir l'édifice. Le Tibre, avec son courant patient, aura appris à tous que la force n'est rien sans régularité. Et les villages, au pied des collines, auront compris que durer vaut mieux que briller. Nous voici sur les collines qui deviendront un jour célèbres, des pentes douces, des replats où l'on peut poser des cabanes, des grottes fraîches pour garder les denrées, des sources où la lumière danse au matin. Sur l'une d'elles, des abris de bois et de terre s'alignent, chacun avec son foyer, ses outils suspendus, son petit seuil de pierre. Les familles vivent près des troupeaux, tondent, filent, cuisent, et la fumée s'élève lentement, se mêlant au vent léger. Des sentes relient les foyers les uns aux autres, et au centre, un espace libre sert à parler, troquer, décider, si l'on répare d'abord le toit ou le chemin. La ville n'existe pas encore, mais son dessin s'esquisse dans cette organisation simple. Peu à peu, on fixe mieux les limites. Une rigole pour l'eau partagée, une palissade contre les bêtes, un passage réservé pour mener les animaux à la rive. On creuse des fosses pour jeter ce qui peut salir. On règle le tour pour aller puiser à la source. On décide d'un signe quand un voisin demande de l'aide. Ces règles tiennent par coutume plus que par contrainte. Elles évitent les querelles, elles économisent les forces. Quand une communauté s'habitue à ce souci du bien commun, elle apprend déjà la politique, au sens simple, prendre soin du lieu et des personnes. Autour, d'autres villages vivent des métiers proches. Les rencontres sont sereines. On échange des pots contre de la céramique, du sel contre des céréales, un bon couteau contre un collier d'ambre. De temps en temps, un artisan passe et montre comment renforcer un toit, comment lisser la pierre pour qu'elle boive moins l'eau.
Les techniques circulent comme des histoires, et chaque amélioration, même minuscule, rend l'ensemble plus stable. Les pas s'habituent aux mêmes pierres, les yeux reconnaissent les mêmes repères, et l'on sent que ce petit monde se tient. Les collines entourant la plaine forment un collier de points forts. On y place des postes pour surveiller la lumière du soir, on y dresse de modestes signes sacrés, on y enterre parfois un objet précieux, comme pour dire « Ici, nous restons ». Le fleuve n'est pas seulement une ressource, c'est aussi un chemin. Il amène des étrangers, des nouvelles, des idées. Rien n'est figé, mais rien ne se brise. L'équilibre vient du mouvement lent, du respect des cycles, de la patience. Dans ce décor, la mémoire s'organise. On raconte les bonnes récoltes, les hivers passés, les promesses tenues. Ce début importe parce qu'il façonne les réflexes à venir. Se réunir, voter avec la main levée, accepter qu'une règle protège la source et la place commune. La future cité tirera sa force de cette base. Même quand les murs seront hauts et les routes longues, elle gardera le souvenir d'un cercle de cabanes, d'une eau fraîche partagée, d'un feu allumé au centre. La pierre dira l'ambition, mais l'eau et les pas diront la mesure. Et à la tombée du jour, quand les cloches d'un temps plus tardif sonneront, la lumière sur la rive rappellera toujours l'origine simple, une communauté qui apprend à durer ensemble. Avant de parler de loi, il y a des histoires que l'on se raconte au coin du feu, près d'une source ou sous un arbre. Elles parlent de jumeaux trouvés au bord de l'eau, d'une louve protectrice, d'un homme qui trace un sillon pour marquer une limite. Ces récits ne cherchent pas la preuve, ils cherchent l'accord, la sensation douce d'appartenir à une même mémoire. Quand on répète une légende, on règle aussi, sans heurts, la place de chacun, l'usage des pierres, la façon de saluer la lumière du matin. Peu à peu, les mythes donnent un langage aux gestes publics. On dit que la colline est sacrée parce qu'un signe d'oiseau a tourné au-dessus. On dit qu'un dieu veille sur le gué parce que, là, personne n'a glissé depuis des années. Les anciens regardent le ciel, écoutent le vent, et ces présages mettront de la mesure dans les décisions. Cela évite la précipitation, cela invite à agir en douceur, comme on pose une pierre sans qu'elle bouge. Dans ces souvenirs partagés, il y a aussi l'idée d'accueil. Des étrangers arrivent par la rive. On leur ouvre un espace, on propose des alliances, on mêle les familles par des mariages qui calment les tensions. Plutôt que d'imaginer des razzias et des cris, retenons l'image de mains qui échangent du sel, des céréales, des promesses autour d'un foyer. Le mythe recueille cela et le transforme en règle. Partager, renforce, fermer, affaiblit. La date de fondation que la tradition retiendra un jour est un repère plus qu'un point fixe. On ne la brandit pas comme une arme. On s'en sert comme d'une cloche qui sonne l'heure commune. Cette cloche invisible aligne les gestes, tracer un périmètre, bénir un champ, choisir un gardien pour la flamme sacrée. Le cœur de la future cité, c'est ce foyer central qui réunit, rassure et rappelle la continuité. Pendant ce temps, l'habitat s'organise. Des cabanes s'assemblent en groupe, des sentes deviennent des ruelles, un dégagement plat sert de place. On pose des pierres plates pour garder les pieds au sec. On improvise des auvents contre la pluie. La lumière passe entre les toits, glisse sur l'argile, et, chaque soir, on compte ce qui manque pour le lendemain. Un outil, une jarre, une poutre à changer. Les récits expliquent aussi pourquoi un geste compte. Si l'on tourne dans tel sens autour d'un autel, c'est parce que nos anciens l'ont fait et que cela a protégé l'eau. Si l'on attend le lever d'une étoile avant de commencer les travaux, ce n'est pas par superstition gratuite, c'est pour synchroniser la communauté sur un même rythme. Les mythes sont des calendriers doublés de poèmes, ils disent qu'en faire, et ils donnent envie de le faire ensemble. Ainsi, lorsque plus tard il faudra appeler Rome cet ensemble de rives, de collines et d'usages, le terrain mental sera prêt. La ville ne sera pas qu'un amas de murs, elle sera un récit partagé, un chant bas qui accompagne les pas, un accord tacite sur ce qui importe. L'eau, la pierre, la lumière du soir, les cloches imaginaires et la mémoire commune. C'est par là
que la cité commence à respirer. Avant que la République n'existe, la ville apprend à se tenir sous des figures de rois. Il ne s'agit pas de monarques lointains et écrasants, mais de chefs qui organisent, tranchent, puis s'effacent. On règle la mesure des rues, on dégage la place centrale, on aménage un espace pour délibérer. Les toits changent de forme, les fossés s'alignent, et l'on dessine une limite claire entre l'intérieur protégé et l'extérieur ouvert. Peu à peu, les rites donnent un cadre doux à la vie collective. On allume un feu que l'on ne laisse pas mourir, signe de continuité. On crée des jours favorables aux affaires et d'autres réservés à la pause, pour que le travail et la fête respirent à tour de rôle. Les prêtres observent le ciel, non pour effrayer, mais pour rappeler qu'il existe un rythme plus grand que nos envies du moment. Les rois encouragent aussi de grands travaux utiles. On draine les eaux stagnantes vers le fleuve, on aplanit le sol de la place, on bâtit des passerelles simples. L'idée n'est pas de faire grand et rare, mais de faire solide et commun. Un égout bien posé, une voie bien tassée, un pont sûr, tout cela évite les pertes, rassure les pas, facilite l'échange. Pendant ce temps, l'influence des voisins enrichit les techniques. Des artisans venus d'au nord apportent la maîtrise de l'arc, un goût pour certaines parures, une manière de polir la pierre qui la rend plus résistante. On apprend à poser des blocs plus larges, à tracer un seuil qui ne se déforme pas sous la pluie. Dans les ateliers, la lumière glisse sur le métal, la céramique, le bois, le travail bien fait devient une fierté tranquille. La cité se dote aussi d'unités sociales claires. Des groupes de familles se reconnaissent par des rites, des noms, des souvenirs. On sait qui répond de qui protège quelle portion de mur, qui entretient telle source. Cette répartition calme les inquiétudes. Chacun a sa part, et la part de chacun compte pour tous. Un jour, l'autorité d'un roi devient trop dure, trop personnelle. La ville, déjà disciplinée par ses rites et ses habitudes, comprend alors que l'équilibre importe plus qu'un visage. Ce basculement ne tient pas seulement à un événement, il vient d'un apprentissage patient. Lorsque l'on a des règles stables, un conseil d'anciens écouté, des places où l'on parle à voix claire, on peut changer de forme politique sans se briser. Ce que la période des rois laisse à la ville, c'est un plan, des usages, une confiance dans la force des rites simples. La place existe, les chemins tiennent, l'eau est canalisée, les métiers sont reconnus. La cité peut désormais vivre sans un chef unique. Elle a appris à s'appuyer sur la pierre, la parole et la mesure du temps. À la tombée du jour, la cloche imaginaire sonne pareil, qu'un roi gouverne ou non. La communauté continue. Quand la cité refuse de confier toute son autorité à un seul, elle invente une mécanique partagée. 2 responsables élus pour une durée courte, un conseil de sages, des assemblées qui votent. La ville se protège en multipliant les appuis. Avant de décider, on consulte, on vérifie, on se souvient de la règle. La puissance devient une fonction temporaire, et la fierté se loge dans le respect des limites. Peu à peu, la loi se met par écrit pour être la même pour tous. On grave des règles simples sur des plaques visibles afin que personne ne se sente écrasé par un secret. Savoir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, c'est un apaisement. La loi n'est pas seulement une arme, elle devient une lampe douce posée au centre de la place, sous laquelle chacun peut lire. La cité apprend aussi à donner une voix à ceux qui en manquaient. Des représentants défendent un peu les intérêts des groupes les plus modestes, empêchent les abus, appellent au calme quand la colère monte. Cela ne supprime pas les tensions, mais cela offre des ponts au-dessus des fossés. La communauté grandit quand elle protège le faible sans humilier le fort. Pendant ce temps, la discipline civique se renforce. On tient des recensements réguliers pour savoir qui peut servir la cité, qui doit contribuer à l'effort commun, qui a besoin d'aide. Le service militaire reste lié à la vie de citoyen. On part avec ses voisins, on revient vers la même place, on retrouve la même source. Les campagnes s'organisent autour de bornes claires, de chemins entretenus, de partages réglés de l'eau. L'expansion commence par des alliances et des pactes.
On propose aux villes voisines de partager des routes, de garantir des marchés, d'assurer la sécurité des gués. Moins d'éclat que dans les récits maguériers, plus de patience dans les accords. Les routes sortent de la ville comme des lignes de pierre et de poussière. Elles portent des pas, des charrettes, des nouvelles. La République vit de gestes réguliers. Élections au matin clair, délibération à l'ombre, sacrifices sobres pour marquer le temps, inspection des ponts et des entrepôts. Les magistrats les plus puissants sont ceux qui respectent la mesure. On préfère le chef qui parle peu, travaille bien et rend des comptes à celui qui se met en avant. Ainsi, la culture politique devient un habit simple que chacun peut porter. Ce choix d'équilibre a un sens profond. En confiant le pouvoir à des formes plutôt qu'à des humeurs, la cité se rend plus durable que les personnes. La loi écrite, les mandats courts, les contrôles croisés, les routes et les archives, tout cela compose une musique basse et sûre. Au soir, quand la lumière glisse sur la pierre des marches, on sent que la force tient moins au bruit qu'à la constance. La rivière passe, la cloche sonne, et la ville respire, disciplinée et confiante. Le cœur de la ville bat autour du forum, une place de pierre où se croisent tôt le matin des pas pressés et des voix basses. Des étals s'ouvrent comme des voiles, on aligne des paniers de légumes, des meules de fromage, des jarres d'huile qui brillent sous la lumière. Les mesures sont vérifiées, les poids sont ajustés. La parole donnée s'inscrit dans un geste, une poignée de main, un témoin. À côté, des scribes notent des accords simples et l'eau d'une fontaine proche rafraîchit ceux qui ont longuement négocié. Autour de cette place, les maisons racontent la vie de tous les jours. Certaines sont modestes, avec une pièce principale, un foyer et un coin pour les outils. D'autres, plus larges, s'organisent autour d'un espace intérieur où la lumière tombe par une ouverture. On balaie la pierre au matin, on fait cuire le pain, on répare une sandale, on enseigne aux plus jeunes à lire quelques lignes utiles. Le soir, quand les cloches d'un sanctuaire proche sonnent, la cour se remplit d'ombres douces et de voix qui baissent d'un ton. La famille est une petite cité dans la grande. On sait qui commande en dernier ressort, mais cette autorité du foyer s'appuie sur l'habitude de discuter, de peser les choix. Les femmes gèrent les réserves, suivent les comptes de la maison, surveillent la qualité des tissus. Les hommes vont au marché, servent parfois la cité, reviennent avec des nouvelles. Les enfants apprennent par imitation, compter en rangeant les amphores, lire en suivant un contrat, écouter la sagesse des anciens comme on écoute le vent passer entre deux murs. Près du forum, la vie des affaires s'entremêle aux gestes civiques. On plaide au pied d'un portique, à l'ombre, pour une limite de terrain ou un prêt à régler. On prête sa voix dans les assemblées, on inscrit un nom sur une liste pour une charge. Rien n'est trop rapide. La cité préfère la mesure à l'éclat. Une règle écrite vaut mieux qu'un cri, un délai clair vaut mieux qu'une promesse brumeuse. La pierre garde le souvenir de ses décisions calmes, et l'eau de la fontaine continue de couler quand les voix se taisent. Les échanges attirent en moi les étrangers, et le forum devient un carrefour de langues simples. On reconnaît aux vêtements, à l'accent, d'où vient chacun, mais tout le monde sait désigner le prix, le poids, la qualité. Des contrats d'Ipresnoa fixent les délais, les intérêts, la garantie. Une marque sur une amphore indique d'où vient l'huile, quel port l'a vu passer. Cela crée un filet de confiance qui dépasse la ville, relie la rive du Tibre à d'autres rives, là où la lumière se reflète de la même façon sur l'eau. La journée suit un rythme doux. Au lever du soleil, les porteurs arrivent, au milieu du jour, on s'abrite sous un auvent. À la fin de l'après-midi, on ferme les comptes. Ceux qui ont réussi écoutent les demandes de leurs clients. Un système d'entraide où l'on échange appui et fidélité. On prête pour un outil, on recommande pour un petit procès, on présente un ami à un magistrat. Cette toile d'obligation, si elle reste mesurée, solidifie la cité autant que les murs. Tout cela compte pour l'avenir, car une ville prospère quand sa place centrale reste juste, lisible, traversée d'un vent de confiance. Les maisons, avec leurs seuils polis par les pas, les marchés, avec leurs règles simples, les familles, avec leurs routines, créent un socle
qui permet d'affronter les changements. À la tombée du jour, la lumière glisse sur les dalles et l'on comprend que la grandeur commence ici. Dans l'accord discret entre l'eau qui coule, la pierre qui tient et la parole qui rassure. Au-delà des murs, la cité tend la main à ses voisines. On propose des alliances qui fixent les routes communes, l'usage des ports, la sécurité des passages. Chaque accord est un pont de mots au-dessus des doutes, et l'on inscrit les clauses pour que la mémoire ne dépende pas seulement des hommes. Des communautés entières deviennent proches alliés, d'autres obtiennent des droits partiels. On avance par cercles, du plus intime au plus lointain, avec la même idée. Mieux vaut partager la route que la bloquer. Pour que ces liens vivent, il faut des chemins sûrs. On pose des pierres bien jointes, on tasse le sol, on draine l'eau de pluie vers les fossés. Une voie gagne la plaine, une autre franchit une colline, une autre encore file tout droit vers la mer. À intervalles réguliers, des bornes indiquent la distance et des relais offrent de quoi changer de monture, réparer une roue, dormir à l'abri. La route devient une promesse tenue. Si tu t'engages ce matin, tu atteindras ce bourg avant la nuit. Les colonies servent de point d'appui, comme des îlots de coutume partagés dans un paysage varié. On y trace un plan clair, des rues qui se croisent à angle droit, une place pour le marché, un espace pour les rites. Les paysans y trouvent des terres, les artisans des clients, les autorités un cadre pour régler les conflits. Ce n'est pas une copie rigide, c'est une greffe douce qui s'adapte à la lumière locale, à l'eau disponible, au vent qui traverse les vallées. Pendant ce temps, la citoyenneté devient une carte à plusieurs couleurs. Certains obtiennent tous les droits, d'autres seulement une partie, d'autres encore sont alliés et gardent leurs propres usages. Cette variété évite le tout ou rien. Elle permet d'intégrer sans effacer. Les recensements suivent ces statuts, les impôts s'ajustent, le service militaire se répartit. Ainsi, l'effort commun gagne en amplitude sans casser les équilibres locaux. Les routes changent le quotidien autant que la politique. Les marchés s'élargissent, de nouveaux aliments arrivent, des outils mieux forgés circulent. Un maçon d'une petite ville apprend une technique dans une autre et revient avec un savoir qui renforce les murs. Une chanson suit la voix comme un courant d'air. Un récipient au dessin inédit inspire un potier. Les pas se multiplient, mais l'ordre ne se perd pas, car la pierre pose sa loi tranquille. Bordure nette, surfaces égales, entretien régulier. Pourquoi ces chemins importent-ils tant ? Parce qu'ils tissent la péninsule en un ensemble respirant. Une requête peut voyager, une décision peut atteindre un port lointain, un secours peut arriver à temps. La confiance naît de cette fiabilité. On sait qu'un convoi ne s'enlisera pas si la pluie tombe, que la passerelle ne cédera pas au premier débordement. La voie, l'alliance, la règle écrite, trois cordes qui, ensemble, tiennent. Le soir, quand la chaleur retombe, les relais bruissent d'histoire. Un voyageur venu du sud décrit un marché au bord d'un lac, un autre, du nord, raconte une foire où les cloches sonnent tôt. On partage du pain, on boit une eau fraîche qu'un canal amène patiemment, on compte les étapes du lendemain. À travers ces routes de pierre, la cité apprend à voir grand tout en gardant la mesure, comme on regarde le fleuve, large mais contenu par ses rives. Au bord de la Méditerranée, la mer respire comme un grand animal tranquille. Des ports alignent des quais, des cordages sèchent sur les pierres, des entrepôts garnent le blé, l'huile, le sel. Face à la cité, une autre puissance domine les routes de mer, experte en navigation, en commerce, en calcul patient des vents. Avant tout fracas, il y a une rivalité de méthodes. L'une excelle sur l'eau, l'autre sur les routes de terre. La rencontre entre ces deux logiques finit par demander des décisions fermes. Pour se mesurer à des marins aguerris, la ville apprend vite. On construit des navires en suivant des modèles observés. On équipe des équipages. On s'entraîne à manœuvrer en ligne sous la même cloche d'ordre. L'idée n'est pas de briller par bravade, mais de rendre la mer lisible comme une route. On aménage des ports plus profonds. On définit des signaux. On stocke des vivres avec soin pour que l'équipage garde des forces quand le vent refuse d'aider. Les îles deviennent des charnières et les côtes des suites de repères. Une victoire
ne tient pas seulement à un affrontement, mais à l'arrivée des grains à l'heure, à la réparation d'une rame, à la discipline d'un équipage dans une nuit sans lune. Sur la terre ferme, des campagnes se règlent aussi par l'organisation. Convois protégés, ponts gardés, dépôts bien placés. Les habitants, eux, continuent à semer, moudre, cuire. La vie ne se suspend pas, elle s'adapte. La longue tension avec l'ennemi d'outre-mer change la cité de l'intérieur. On apprend à lever des ressources sans casser les ménages, à taxer avec mesure, à remercier ceux qui reviennent par des droits accordés, des terres distribuées avec des règles. Les ports du sud voient passer plus de navires, les marchés du nord s'habituent à des denrées nouvelles. Un marchand découvre des poids différents. Un artisan copie un motif venu d'ailleurs et l'ajuste à sa manière. Peu à peu, la mer cesse d'être un bord et devient un centre. Les cartes s'élargissent, la navigation devient un savoir enseigné. Les routes de blé et d'huile s'installent comme des rivières invisibles. La cité, qui tenait sa force des routes de pierre, ajoute maintenant la maîtrise des routes d'eau salée. Cela demande une administration plus fine. Gouverneurs pour surveiller des provinces naissantes, règles pour protéger les alliés, tribunaux pour juger des litiges venus de loin. Ce qui ressort de ces années, au-delà des récits d'affrontements, c'est une capacité d'adaptation. La ville sait apprendre d'un adversaire, transformer une faiblesse en outil, garder le sens de la mesure dans l'effort. En sortant de cette épreuve, elle tient la mer occidentale comme un lac élargi, sans s'endormir pour autant. Il faut entretenir les ports, réparer les quais, former de nouveaux pilotes. La stabilité se gagne chaque jour, comme on répare un pavé qui s'est un peu affaissé sous la pluie. Au soir, sur un môle, on entend encore le cliquetis régulier des mâts, le soupir d'une vague contre la pierre, le pas d'un veilleur qui compte les feux au loin. La lumière s'éteint lentement sur les amphores empilés, et l'on comprend que la grandeur maritime n'a rien d'un éclat brutal. Elle est faite de routines bien tenues, de routes balisées, d'engagements respectés. La mer, désormais, est une amie exigeante, et la cité la salue comme on salue un ancien rival, avec respect, patience et une attention quotidienne. Autour de la mer, les ports respirent comme des portes ouvertes sur le large. Les quais portent des traces de pas polis par des années de chargement, les cordages sèchent sur la pierre chaude et des amphores alignés attendent la lumière du matin pour dévoiler leurs marques. Le blé vient de plaines lointaines, l'huile d'oliveraie au vent doux, le vin de coteaux où l'eau a été ménagée avec soin. Des intendants comptent, des scribes notent, des dockers règlent les gestes pour que rien ne se renverse. Tout un art d'ordinaire solide assure le pain quotidien de la cité. Peu à peu, les entrepôts deviennent de véritables greniers urbains. On bâtit des salles ventilées, on élève des murs épais pour garder la fraîcheur, on calcule le meilleur flux entre la rive et la place. Des barques à fond plat remontent le fleuve, glissant contre le courant avec une régularité de cloche. Au bout, près du marché, on ouvre les réserves selon un rythme connu, pour que le prix reste stable et que chaque foyer puisse cuire son pain. Cette simple sécurité apaise les esprits, tient les rues calmes, maintient la confiance. La mer impose sa mesure. Il y a des saisons favorables et d'autres où l'on reste à quai. On anticipe les vents, on consulte les nuages, on lit la couleur de l'eau avant de larguer. Des phares guident, des fanaux répondent, des gestes codés évitent les malentendus. Les capitaines ne cherchent pas l'éclat, ils cherchent la route la plus sûre. Une traversée réussie, c'est du grain qui arrive sans dommage, des amphores qui ne se fendent d'épais, des équipages qui posent le pied sur la pierre avec soulagement. Les échanges ne se limitent pas aux denrées. Avec les cargaisons circulent des monnaies, des contrats, des usages qui rendent chaque transaction plus claire. Un sceau sur une jarre dit « l'origine ». Un poids vérifié rassure. Une clause écrite protège des querelles. Des banquiers tiennent des tables à l'ombre d'un portique, changent des pièces, avancent des fonds pour un voyage. Cela peut sembler abstrait, mais c'est de la pierre invisible. Des règles qui tiennent les pas en sécurité. Pendant ce temps, la ville apprend à remercier ceux qui nourrissent sa stabilité. On attribue des marchés, on entretient les quais, on répare les canaux d'amener.
Les autorités surveillent les fraudes avec douceur, mais fermeté, pour que la confiance ne soit pas entamée. Un port propre, une rive bien tenue, une taxe lisible, ces détails sont la vraie grandeur. Ils transforment le va-et-vient des barques en une respiration régulière. Au fil des années, la Méditerranée devient un espace familier. On reconnaît les silhouettes des côtes, la lumière changeante sur la mer ouverte, l'odeur d'un bois particulier utilisé pour les coques. Les artisans des chantiers navals partagent des astuces, les charpentiers connaissent les caprices du sel et du vent. Le soir, quand la brise retombe, on entend les cloches d'un sanctuaire de quai, et la pierre garde la chaleur d'une journée bien réglée. C'est par cette routine patiente que la cité tient la mer sans s'y perdre. Quand les routes s'allongent et que la mer s'ouvre, la société se transforme en profondeur. De grands domaines s'étendent, les petits paysans peinent à rivaliser, des familles quittent les champs pour chercher du travail près des rives et des marchés. Les voix se mêlent sur la place. Certains demandent un partage plus juste des terres, d'autres veulent protéger l'ordre ancien. La ville écoute, hésite, puis tente de mettre en mots des solutions qui ne brisent pas le tissu commun. L'air reste calme, mais les attentes sont nombreuses. Peu à peu, des réformes sont proposées. Elles visent à redonner de l'air aux foyers modestes, à limiter les excès, à rendre la loi plus égale. On discute de l'accès aux terres publiques, du prix du blé, de la composition des tribunaux. Les débats plus sont ardus, mais ils se tiennent à voix claire sous la lumière avec des textes qu'on peut relire. L'idée n'est pas de flatter une foule, elle est de remettre de la mesure là où l'inégalité a glissé. Pendant ce temps, l'armée change de visage. On admet plus largement ceux qui n'ont pas de grands biens. On offre un équipement régulier, on promet, au retour, une place dans la société. Les campements deviennent des écoles de discipline, où la marche, l'eau partagée, la pierre dressée pour un abri apprennent la patience. Ces soldats, venus de milieux divers, forment une communauté mobile qui demande ensuite reconnaissance. Cela oblige la cité à mieux penser sa gratitude et ses limites. Dans la péninsule, des alliés demandent une voix pleine dans la cité commune. Ils ont marché aux côtés des légions, payé des impôts, gardé des ponts. Leur demande n'est pas un cri, c'est une revendication d'appartenance. Accorder des droits plus larges, c'est agrandir le cercle sans perdre la forme. La décision, quand elle vient, change la carte civique et la pierre des rues entend de nouveaux pas assurés. Cependant, les réformes rencontrent des résistances. Certains craignent de perdre des avantages, d'autres redoutent mais des changements trop rapides. Les institutions sont mises à l'épreuve. Qui décide, selon quelle procédure, dans quel délai? On rappelle la valeur d'une règle stable, la nécessité de protéger les plus faibles sans humilier ceux qui ont servi longtemps. À chaque compromis, la cité gagne un peu de souffle, même si tout n'est pas parfait. Ce long moment importe parce qu'il forge un langage pour l'injustice et pour le soin commun. Il montre que la grandeur ne se mesure pas qu'aux murailles, mais à la capacité d'entendre et d'ajuster. L'eau des fontaines continue de couler, les marchés ouvrent chaque matin, les cloches sonnent des heures qui invitent au calme. Et, dans ce battement régulier, la société apprend à se corriger sans se briser, comme on redresse une pierre pour que le passage reste sûr. Dans ce monde tendu mais créatif surgit une figure qui sait parler, écrire et commander. Il parcourt la péninsule, puis des régions lointaines, et raconte ses actions avec une clarté qui plaît au lecteur. Les routes de pierre et les rivières guident ses pas, des ponts s'élèvent, des camps s'installent selon une géométrie rassurante. Dans les provinces, la cité étend ses règles, lève des impôts avec méthode, offre la paix contre l'obéissance. L'ensemble paraît tenir, comme un pont bien construit. Peu à peu, les succès éloignés se transforment en influences proches. Les alliances de personnes, tissées à l'ombre des portiques, s'usent ou se resserrent. La confiance entre grands acteurs se tend, chacun mesurant sa place et son prestige. La cité observe, cherche la règle qui doit s'appliquer lorsque l'un des siens pèse plus que la forme commune. C'est la vieille question de la mesure qui revient, sous une lumière plus vive. Un soir,
une décision franchit un seuil, une frontière intérieure que l'on n'était pas censé traverser avec des troupes est franchie, et la ville comprend que l'équilibre ancien vacille. Des camps se forment, des lettres partent, des ports se préparent. Le but des uns est de préserver la tradition, celui des autres d'imposer un ordre plus rapide. Derrière ces lignes, il y a des familles, des marchés, des rives qui attendent la fin des incertitudes. La victoire d'un seul ramène le calme apparent, mais au prix d'une concentration de pouvoir. Les réformes pleuvent, calendrier réajusté pour que les saisons collent mieux au jour, chantier de pierre pour donner du travail, règles pour les dettes afin que la place retrouve de l'air. Des colonies sont fondées pour offrir un foyer à ceux qui ont porté les armes, des provinces sont mieux surveillées. Le centre s'étoffe, l'administration devient plus fine, la lumière sur la ville semble plus stable. Un jour, pourtant, la vie d'un homme s'arrête au cœur même de la cité. Ce geste, décidé par des opposants, ne ramène pas l'ancien équilibre. Il ouvre un temps où la question centrale n'est plus « qui a raison ?», mais « quelle forme nous rendra durable ?» La République, fatiguée d'être pliée par des forces qui tament trop grandes, cherche une nouvelle peau. Pendant ce passage, la ville continue de respirer. L'eau coule, les cloches sonnent, la pierre reste tiède sous les pas. Ce moment compte parce qu'il oblige la communauté à repenser son centre. Les titres changent, les fonctions se recomposent, mais l'objectif demeure, que la loi soit plus forte que l'humeur. À travers ces secousses, on devine un futur où un seul visage promettra la paix, tandis que les anciennes règles survivront sous une autre forme. La fin de la République n'est pas la fin de la mesure. C'est la recherche d'un nouvel accord entre la force et la durée, entre la rive et le courant. Après les secousses, un homme apaise la cité en parlant doucement de mesure et de durée. Il ne se présente pas comme un roi, mais comme le premier parmi les citoyens, pour rester à hauteur d'homme. Il garde des titres précis, limite la durée de certaines charges et s'appuie sur des formes déjà connues. L'idée est simple, que la force ne soit plus un orage, mais un vent régulier qui pousse les voiles sans renverser les barques. La vie publique retrouve un rythme lisible, comme l'eau d'une fontaine qui coule sans à-coups. Peu à peu, l'administration s'organise avec clarté. Le Conseil des anciens continue d'exister. Les magistrats gardent leur rôle, mais la coordination devient plus serrée. Les provinces sont mieux classées, surveillées par des gouverneurs qui rendent des comptes. On tient des recensements réguliers, on règle la perception des impôts avec des tables écrites et des délais connus. La justice, la monnaie, les archives gagnent en stabilité, ce qui rassure tous ceux dont la journée dépend des horaires, des mesures et des contrats. L'armée change aussi de visage. On fixe la durée du service, on prévoit une solde régulière et une retraite pour ceux qui ont porté les armes longtemps. Des colonies de vétérans s'installent près des rives et des routes, apportant des outils, des habitudes, un goût pour l'ordre. Aux frontières, on préfère des lignes tenues avec patience à des élans brusques, des camps bien tracés, des fossés entretenus, des tours qui veillent au loin. La sécurité devient un métier calme, fait de ronde et d'écoute, plus que d'éclat. Dans la cité, des lois morales encouragent à la vie de famille et la responsabilité. On valorise le mariage, l'éducation des enfants, la transmission du nom et du métier. Ce souci ne vise pas à épier, mais à rappeler que la stabilité commence au foyer, dans la répartition des tâches, dans la tenue d'une maison. Au-delà, la société entière s'y retrouve. Marché plus régulier, apprentissage mieux suivi, lien entre générations plus solides. Les cloches des sanctuaires marquent les jours de fête, et la lumière sur la pierre semble plus douce. Les chantiers transforment le visage urbain. On restaure des temples, on dresse des portiques, on réaménage la place centrale pour la rendre plus fluide. Des aqueducs sont réparés, des égouts prolongés, des ponts élargis pour mieux laisser circuler les pas et les charrettes. Une haute frise célèbre la paix retrouvée, non comme un cri, mais comme une promesse gravée dans la pierre claire. Le chef répète qu'il a reçu une ville de briques et qu'il la laisse plus noble. Derrière la formule, il y a surtout des équipes qui posent, ajustent, polissent. Pourquoi ce nouvel ordre compte-t-il ?
parce qu'il met la puissance au service de la routine qui protège les vies ordinaires. La décision reste rapide quand il le faut, mais elle s'appuie sur des règles partagées, des calendriers publics, des comptes vérifiables. Les rives, les routes, les marchés, les ateliers se sentent entourés d'une main ferme et discrète. Au soir, la pierre garde la chaleur d'un jour bien tenu, l'eau file vers le fleuve, et chacun sait à quelle heure la cloche sonnera. Le principat, c'est cela, une promesse de continuité. La longue paix ressemble à une grande respiration, lente et profonde. Les routes de pierre restent praticables en toute saison, avec des bornes qui indiquent la distance et des relais réguliers. Un service de poste porte les messages officiels et des courriers privés profitent du même sillon. La mer, mieux gardée, offre des traversées plus sûres. Les capitaines connaissent les vents. Les ports répondent par des signaux clairs. Voyager devient un calcul raisonnable, non un pari. Dans les villes, le plan s'impose avec douceur. Rues qui se croisent nettement, place centrale pour le marché, espace pour les rites et pour la justice. L'eau arrive par des conduites élevées, puis se distribue par des fontaines, où l'on remplit les cruches. Des bassins recueillant l'excédent, des caniveaux l'emportent jusqu'au fleuve. La pierre, ici, guide l'eau comme une main patiente. Les habitants apprennent à demander des réparations, à signaler une fuite, à respecter la file. Cela paraît simple, mais c'est le cœur du confort. Les bains publics deviennent les salons de la cité. On y vient à la fin de l'après-midi pour se laver, se délasser, bavarder à voix basse. Des salles tièdes, chaudes et fraîches s'enchaînent, et l'eau, chauffée avec soin, invite le corps à relâcher la tension. Des lecteurs partagent des histoires, des maîtres expliquent sans mec des poèmes, des amis se retrouvent près d'un jet d'eau. Le loisir est une hygiène de l'âme. Il adoucit les angles, il apprend à vivre ensemble sans se heurter. Les spectacles remplissent aussi le calendrier. Des théâtres accueillant des pièces où la parole circule comme un courant, des musiciens laissent de flotter des notes dans la lumière du soir. Les grands édifices, construits avec une science sûre des poids et des arches, montrent le triomphe de la pierre bien posée. On veille à l'ordre des places, à la sécurité des escaliers, à l'ombre pour les enfants et les anciens. Le plaisir devient une affaire d'organisation autant que d'émotion. L'économie, pendant ce temps, trouve sa mesure. Le blé de plusieurs régions nourrit la capitale. L'huile et le vin voyagent dans des amphores marqués. Les tissus et les outils suivent les routes avec des contrats écrits. La monnaie garde une valeur stable. Les poids sont vérifiés, les fraudes punies avec calme. Dans les ateliers, l'artisanat se spécialise. Un quartier pour le cuir, un autre pour la céramique, un autre pour le métal. Chacun gagne sa vie dans un cadre lisible. La paix n'est pas une absence d'événements, c'est un travail d'entretien. Des magistrats inspectent les ponts, des équipes réparent une dalle, des gardes veillent à la propreté des rives. Les archives conservent les décisions, ce qui évite de tout réinventer à chaque génération. Au crépuscule, quand la lumière touche les fontaines et que les cloches sonnent, on ressent la force d'une chose simple, la régularité. Elle permet au rêve de rester modeste et tenace, comme l'eau qui passe et la pierre qui tient. La vie spirituelle s'enracine d'abord au foyer. Chaque maison garde un petit autel, avec 2 ou 3 figures protectrices, un bol pour le sel, une lampe. Le matin, on dépose une pincée de farine, un peu de vin, on murmure un vœu. Ces gestes, répétés sans bruit, relient la famille à une chaîne ancienne. Dans la cité, un feu sacré brûle jour et nuit, signe que la communauté ne s'interrompt jamais. Les temples jalonnent les rues, comme des repères de pierre. On y dépose des offrandes simples, on y remercie après une guérison ou une récolte, on y prête un serment avant un voyage. Les prêtres sont souvent des citoyens qui servent pour un temps, puis retournent à leur métier. Les présages observés dans le ciel ou dans le vol des oiseaux fixent un rythme. Ils invitent à la patience, à ne pas confondre hâte et nécessité. La religion est de moins un choc qu'une mesure. Au fil des échanges, les dieux des voisins se rapprochent. On donne à une divinité étrangère un nom familier. On reconnaît sous un autre visage une vertu connue. La cité
n'a pas peur d'ajouter, de mêler, de traduire. Elle préfère élargir le cercle. Ainsi, les fêtes s'enrichissent de chants nouveaux, les processions montrent des images venues d'ailleurs, et les passants apprennent des mots qui parlent de lumière, d'eau, de justice. Certains cherchent un lien plus intime. Des cultes à mystère proposent des chemins de courage, de pureté, d'entraide. On se réunit dans des salles discrètes, on allume des lampes, on écoute un récit qui promet un apaisement pour l'âme. Des marins honorent une grande déesse protectrice, des soldats se retrouvent autour d'un dieu qui valorise la fidélité et l'effort. Ces cercles ne remplacent pas la vie civique, ils la nourrissent d'un sérieux calme. Les idées papier venues des écoles de sagesse offrent d'autres appuis. Des penseurs enseignent qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe, tenir sa parole, maîtriser ses élans. D'autres rappellent la douceur des plaisirs simples, l'amitié, la mesure dans tout. Ces philosophies voyagent par des livres, mais surtout par des exemples. Un magistrat qui reste droit sous la pression, un maître qui console sans bruit, un vieil artisan qui transmet son art avec patience. Elles forment un socle intérieur sur lequel la cité peut compter. Dans l'Empire, des communautés prient un seul Dieu et gardent avec soin leurs règles. Elles vivent près des rives, commercent, soignent, écrivent. D'autres groupes, discrets au début, se réunissent dans des maisons pour partager le pain, lire des lettres, parler d'amour du prochain. Leur présence ne sonne pas comme une menace. Elle propose une autre manière de chercher la paix du cœur. Les voisins observent, s'interrogent, parfois rejoignent, souvent respectent. Ce mélange de rites, de temples, de cercles et d'idées crée un climat de confiance. Chacun sait où aller pour dire merci, demander de l'aide, calmer une inquiétude. Les fêtes règlent le calendrier, les processions rassemblent, les paroles de sagesse donnent des repères quand le vent se lève. Au soir, la ville est traversée par des lumières douces, des pas lents, des cloches qui appellent non pas à la peur, mais à la mesure. La spiritualité ici est un art de bien vivre ensemble. Aux lisières de l'Empire, le paysage change doucement de rythme. Des camps en forme de rectangle s'alignent près d'une rive, sur une hauteur sèche ou au bord d'une route. Les murs sont de pierre et de terre. Les portes regardent les 4 points, et les tours veillent sans bruit. À l'intérieur, les rues se croisent avec une rigueur rassurante. L'entrepôt garde les vivres au frais. La fontaine claire répond aux besoins du jour. Le vent circule entre les baraquements, emportant les odeurs de cuir, de bois chauffé, d'huile pour les outils. Les légions vivent selon une routine précise. On lève tôt, on vérifie l'équipement, on marche au pas sur une portion de route pour garder la forme. On entretient fossés et palissades, on mesure la distance jusqu'au prochain relais, on note les signaux convenus pour la nuit. Les exercices ne sont pas faits pour briller, mais pour installer des réflexes qui sauvent du trouble. Une discipline tranquille tient lieu de force, comme la régularité d'une cloche qui rappelle l'heure. Autour des camps, des bourgs se forment. Des artisans s'installent près des portes, des auberges servent une soupe simple, des ateliers réparent sandales, boucles, charrettes. Les marchés mêlent langue et étalage, céréales des plaines voisines, poteries locales, tissus venus de plus loin par la route. Les enfants courent près des fossés, les femmes discutent à l'ombre, et l'eau d'une source commune apaise les après-midi chauds. La frontière n'est pas qu'une ligne, c'est une zone de vie, réglée mais ouverte. Les patrouilles suivent les coupes des forêts, longent les rivières, traversent les ponts gardés. On salue les villages alliés, on aide à réparer un gué, on échange des nouvelles sur l'état des chemins. Les soldats apprennent les noms des vents, les signes d'une crue, le son particulier d'une cloche de troupeau dans le brouillard. Parfois, un messager arrive de la capitale avec des lettres, des chiffres, des ordres brefs. L'Empire respire par ses allers-retours, comme un poumon qui connaît ses limites. Dans la vie de garnison, les loisirs comptent autant que les tours de garde. Un petit bain chauffe ses salles à heurte fixe, un portique abrite des joueurs qui déplacent des pions sur une table gravée. Des lectures à voix douce circulent, des lettres partent par la poste militaire, des dédicaces à un dieu protecteur s'accrochent près de la porte. Les jours de repos, le camp se remplit d'un calme épais, et la lumière tombe lentement sur les dalles usées.
Chacun sait que l'ordre tient aussi à ses respirations. Ce monde des frontières a un sens profond. Il transforme l'autorité en présence quotidienne, visible mais modeste. Un pont entretenu, une rive surveillée, une route praticable. Il crée des liens entre des peuples voisins, des artisans, des familles, des vétérans qui resteront souvent sur place. La paix n'est jamais parfaite, mais le cadre tient parce que la routine est solide. Le soir, on entend un pas mesuré sur le chemin de ronde, l'eau couler dans la rigole et la pierre tiède rend la journée moins lourde. Au cœur des villes et des bourgs, le travail s'organise en gestes sûrs. Le boulanger se lève avant l'aube, pétrit, enfourne, et la bonne odeur traverse la ruelle encore fraîche. Le potier surveille la cuisson, écoute le four comme on écoute une cloche, attend la nuance exacte de la terre. Le forgeron répète le même coup, trempe la lame dans l'eau, polit jusqu'à ce que la lumière glisse sans accroc. Chaque métier a son tempo, ses outils, ses mots. La monnaie facilite les échanges. Des pièces de valeur connue passent de main en main, payent un chargement, un salaire, un loyer. Sur la place, des tables changent des sommes, notent des prêts, garantissent un transport. Les poids et mesures sont vérifiés à intervalles réguliers pour éviter les tensions. Grâce à ces repères simples, on peut calculer sa semaine et prévoir la fin du mois. Les corporations offrent un cadre aux artisans. On y apprend le métier, on accueille l'apprenti, on protège la qualité, on aide les membres en difficulté. Les fêtes du groupe rythment l'année, avec une lampe allumée pour le patron protecteur et un repas partagé. Ce tissu d'entraide rend les crises moins dures, ouvre des portes à ceux qui débutent. La dignité vient d'un travail reconnu par ses pairs. Le temps se lit sur des cadrans et dans l'eau qui s'écoule. Un cadran solaire sur un mur dit « l'heure claire ». Une horloge à eau dans un bureau public aide aux audiences. Les jours suivent un calendrier de marché, de repos, de fêtes. Le matin, on s'affaire. Au midi, on cherche l'ombre. Au soir, les lampes à huile allongent un peu la conversation. La nuit rend la ville plus douce, le pas plus lent, la parole plus basse. La maison reste le centre des forces. On gère les réserves, on recoud un vêtement, on range les outils, on note les petites dettes à régler au prochain marché. Les toits sont surveillés avant la saison des pluies. Les caniveaux sont dégagés pour que l'eau file vers la rive. Les enfants apprennent à compter en classant des tessons, à lire en suivant des lignes simples, à respecter la source commune. Le quotidien est une école de patience. Les voyages du travail tissent l'empire. Un muletier connaît les relais, un marin connaît les vents, un messager connaît les postes officiels. Les nouvelles circulent, une technique utile passe de vallée en vallée, une chanson accompagne les pas. Par ce mouvement régulier, la grande carte reste vivante sans devenir confuse. Et l'on comprend que la stabilité ne sort pas des palais, mais des ateliers, des fours, des bureaux modestes où l'on tient les comptes avec soin. Au tournant d'un siècle, la régularité se trouble. Des pressions venues de plusieurs horizons pèsent sur les frontières. Les routes demandent plus d'attention. Les trésors se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. La monnaie perd de sa force. Les prix bougent. La confiance hésite. Les cloches sonnent toujours au sanctuaire. Mais l'air paraît plus lourd, comme avant un orage. Les familles serrent leurs réserves et les autorités cherchent des réponses calmes. Peu à peu, les changements se bousculent. Des chefs sont choisis par l'armée dans des villes différentes et la capitale voit défiler des visages qui promettent chacun la stabilité. Les provinces s'agitent, certaines se replient un moment sur elles-mêmes, d'autres réclament un soin particulier. Les frontières demandent des renforts, des routes d'approvisionnement doivent être refaites sous la pluie. L'Empire garde sa forme, mais ses coutures craquent. Les autorités tentent de réparer sans briser. On renforce des camps, on crée de nouveaux postes de garde, on ajuste des impôts pour nourrir les garnisons. Des ateliers monétaires frappent de plus de pièces, parfois moins fines, afin de payer les soldes à l'heure. On réorganise des circuits de blé pour que les villes ne manquent pas. Les solutions ne sont pas parfaites, mais elles évitent le pire.
l'arrêt net des échanges. Dans plusieurs régions, la santé publique est mise à l'épreuve par des vagues de maladies. Les marchés se vident très par moments, les voyages se raréfient. Certaines fêtes sont simplifiées. Les familles prennent soin des leurs. Les communautés d'entraide distribuent du pain et de l'eau. On apprend à espacer les rassemblements, à patienter jusqu'au retour d'un climat plus favorable. La mémoire retiendra la fragilité des jours et la valeur des gestes simples. Pourtant, des forces de rappel apparaissent. Des chefs énergiques reforment des unités, reprennent des ponts, réparent des murailles. Des accords sont passés avec des voisins pour mieux tenir les rives et les passages. Des provinces proposées séparées, un temps sont ramenées dans le même cadre, avec des garanties pour les marchés et les routes. La pierre, une fois encore, témoigne, tours reprises, portes refaites, bornes de routes relevées. Ce temps de crise compte parce qu'il oblige la communauté à revoir ses outils. On comprend qu'un État trop central pour tout gérer a besoin de relais plus proches, de divisions plus claires du travail, d'un contrôle plus ferme de la monnaie. On voit aussi la force des habitudes, même troublées. Les marchés rouvrent, les fourneaux reprennent, les ateliers tournent. Au soir, quand la lumière touche un mur réparé et que l'eau revient chanter dans une rigole, on sent que la durée vient de la capacité à se réajuster, sans se renier. Quand la pression devient trop forte pour un seul centre, une idée calme s'impose. Partager la charge. Un dirigeant énergique réorganise la carte, divise les grandes provinces en unités plus petites, plus faciles à surveiller. Il n'est plus question de courir partout au moindre trouble. Il faut des relais proches, des bureaux qui tiennent les comptes, des responsables qui rendent des rapports réguliers. Ainsi naît une direction à 4, répartie entre l'Orient et l'Occident, chacun avec une capitale adaptée à la rivière, aux routes, aux ports. La lumière administrative se fait plus précise, comme lorsqu'on ajoute des lampes dans un grand entrepôt pour mieux voir chaque rayon. Peu à peu, l'État s'équipe d'outils plus fins. On met en place des recensements serrés, on clarifie qui paie quoi, à quel moment et selon quelles mesures. Les ateliers officiels frappent la monnaie, les entrepôts d'État stockent du blé, de l'huile, des vêtements pour les garnisons. On cherche un équilibre entre prélèvements et services rendus. Routes réparées, ponts entretenus, fleuves sécurisés. Cela n'enlève pas toutes les difficultés, mais la régularité revient, comme un clapotis d'eau contre une pierre bien posée. Aux frontières, l'armée se déploie autrement. On distingue des troupes proches des rives et des limes, chargées de surveiller et de prévenir, et des forces plus mobiles qui se déplacent là où la tension monte. Les camps parlent désormais d'horaires, de signaux, de dépôts, plus que de gestes de bravoure. On renforce des passages, on installe des tours qui voient pas loin, on balise les gués. Cette vigilance n'est pas stridente, elle est patiente, faite de pas mesurés au lever du jour et de cloches discrètes qui marquent la relève. La réforme touche aussi les villes. Des gouverneurs plus nombreux s'installent dans des sièges provinciaux, avec des équipes qui savent lire, compter, conserver les décisions. Les procédures s'écrivent, se recopient, se conservent dans des archives où l'air reste sec et la lumière filtrée. Des tarifs officiels tentent de guider les prix, pour éviter que la peur n'emporte la raison lors des années plus rudes. Les marchés ne deviennent pas parfaits, mais les abus perdent du terrain quand les règles sont lues à voix claire. Pendant ce temps, la représentation du pouvoir change de ton. Des cérémonies plus réglées, des titres mieux hiérarchisés, des vêtements qui disent la fonction sans éclat inutile. La distance entre le centre et la foule n'est pas faite pour humilier. Elle protège la fonction, comme une barrière de pierre protège un pont. Chacun sait où se placer, à qui s'adresser, dans quel délai attendre une réponse. Cette sobriété solennelle crée un climat d'ordre, même si tout le monde ne l'aime pas. Pourquoi cette étape compte-t-elle ? Parce qu'elle montre qu'un ensemble vaste peut survivre en apprenant à respirer par plusieurs bouches à la fois. Les nouvelles cartes, les charges partagées, les impôts clarifiés, les rives surveillées rendent l'édifice moins fragile aux secousses locales. Cela ne transforme pas la vie en rivière sans crue, mais cela canalise mieux l'eau quand elle monte. Le soir, dans une capitale de province, on entend la même rumeur douce qu'au centre. La plume qui gratte, la cloche qui sonne l'heure,
le pas d'un messager qui traverse la cour pavée. Dans un paysage déjà réorganisé, une figure s'impose par son sens du temps long. Il consolide l'unité, choisit avec soin ses relais et décide d'ancrer le pouvoir près d'un détroit où la lumière change selon les vents. Là, entre deux rives qui se répondent, il fonde une grande ville neuve, pensée pour durer. Murailles solides, ports profonds, aqueducs, forums et un palais qui regarde la mer. La géographie devient alliée. Routes d'Asie et d'Europe, rivières et cales, pierres et eaux qui s'appuient en l'une l'autre. Peu à peu, une nouvelle architecture de la vie publique s'impose dans l'Empire. La basilique, grande salle rectangulaire, claire et bien aérée, sert aux réunions, aux cérémonies, aux rencontres avec les autorités. Ce plan simple, avec sa nef centrale et ses bas-côtés, deviendra un modèle réutilisé par les communautés croyantes qui gagnent de l'espace et de la liberté. La décision est prise de laisser ces groupes pratiquer sans peur. Des lettres confirment la paix des cultes, des biens sont rendus, des lieux de réunion sont reconnus. La cité apprend qu'on rassure mieux par la tolérance que par la contrainte. La capitale de l'Orient s'équipe vite. Des ateliers, travaillant la pierre, posent des colonnes, perçant des portes qui laissent comme passer un vent clair venu de la mer. Des lois organisent le temps de travail, protègent certains jours de repos, simplifient des successions. Une monnaie d'or, stable et fiable, sert d'encre aux échanges lointains. Elle rassure les marchés, comme une cloche régulière rassure un quartier. Les marchands savent compter sur ce repère, les fonctionnaires aussi. Dans tout l'Empire, les évêques deviennent des voix écoutées. Ils gèrent des œuvres de secours, veillent sur des écoles, tiennent des listes de personnes à aider. Parfois, on les réunit en grand concile pour régler des questions de doctrine. Ces rencontres, même si elles opposent des opinions, produisent des textes clairs qui fixent des limites et des mots. Le pouvoir civil préfère l'accord à la querelle longue et cherche dans ses assemblées une paix d'esprit utile à l'ordre public. Pendant ce temps, l'Occident conserve ses habitudes, ses villes anciennes, ses routes vers l'océan. L'Orient, plus urbain et plus commerçant, vit au rythme des ports et des foires. Deux capitales partagent désormais le rôle de phare. L'une, ancienne et vénérée, sur le Tibre. L'autre, neuve, ouverte sur le large. Ce n'est pas d'une rupture, c'est une respiration à deux temps. La carte respire mieux quand les distances sont respectées. Cette étape importe parce qu'elle offre un sens à la continuité. En donnant une grande ville au bord d'un détroit, en choisissant une architecture claire pour les réunions, en confirmant la paix des cultes, le pouvoir inscrit dans la pierre l'idée d'un empire capable de se renouveler. Le soir, sur les quais de la nouvelle capitale, la lumière glisse sur l'eau, un navire lève l'ancre, une cloche résonne depuis une église basilique. On sent que les siècles suivants s'appuieront sur ces choix calmes, des murs bien tenus, une foi organisée, une monnaie sûre, des routes qui trouvent toujours la rive. À la fin d'un grand règne, l'Empire adopte une division durable entre l'Orient et l'Occident. Ce n'est pas une cassure brutale, c'est une adaptation aux distances, aux marchés, aux langues. À l'Est, les villes sont denses, les ports actifs, les écoles nombreuses. À l'Ouest, de grandes propriétés dominent la campagne. Les villes tiennent, mais demandent plus d'entretien. Les deux parties partagent encore des lois, des titres, une mémoire, mais leurs voix ne montent plus du même cœur. Peu à peu, les usages se différencient. L'Orient parle et écrit de plus en plus en grec, langue souple pour discuter de droit, de foi, de commerce. L'Occident garde le latin, langue de la loi, de l'armée et des notaires. Les tribunaux compilent des codes qui rassemblent les décisions passées, pour aider les juges à trancher avec mesure. Les gouverneurs envoient des rapports, les évêques écrivent des lettres, des réseaux d'entraide relient les cités. La pierre des basiliques et des portiques reste le décor commun, mais l'accent change. Les pressions extérieures ne disparaissent pas. À l'ouest, des groupes en mouvement cherchent des terres, des garanties, une place dans l'ordre impérial. On signe des accords qui donnent des statuts, des zones d'installation, des devoirs de protection des routes. L'Orient, plus riche en villes et en impôts,
peut payer des troupes, réparer vite, négocier avec plus d'aisance. Les garnisons, les ponts, les greniers tiennent mieux quand les rentes agricoles et le commerce maritime ne se brisent pas. La vie religieuse, désormais centrale, structure les journées et les années. Des communautés se rassemblent sous la cloche, prient dans des basiliques claires, assistent les pauvres, soignent les malades, instruisent. Des moines s'installent près des rivières ou sur des hauteurs, vivent de peu, copains des livres, gardent une lumière discrète quand la ville s'assombrit. Ces maisons, loin d'être fermées, deviennent des relais d'accueil, de lecture, de repos pour les voyageurs. L'eau, la pierre, la règle, 3 appuis pour traverser des temps moins lisibles. Pendant ce temps, les élites locales de l'Occident cherchent à maintenir les routes, à garder les ponts, à réparer les ports. Elles négocient avec des chefs voisins, organisent des milices, protègent les entrepôts de blé. La cour de l'Orient, elle, codifie, réforme, tient archives et finance avec une régularité qui rassure. 2 styles de continuité se dessinent, l'un plus improvisé mais tenace, l'autre plus administratif et patient. Pourquoi ce dédoublement compte-t-il ? Parce qu'il prépare des héritages différents sans effacer l'ancienne matrice. L'Orient conservera longtemps la machine étatique, la monnaie forte, la ville comme cadre naturel. L'Occident, lui, combinera souvenirs romains, pouvoirs locaux et nouveaux alliés pour garder l'essentiel, l'ordre, l'eau, la pierre, la parole tenue. Au crépuscule, sur une rive occidentale, on entend peut-être une cloche d'église et, très loin, le bruit d'un atelier qui ferme. Sur une rive orientale, la lumière des quais se reflète sur la mer et des scribes rangent des rouleaux dans une salle fraîche. 2 respirations, une même recherche de durée. Après une longue suite de générations, la ville se réveille un matin avec un pouvoir politique affaibli à l'ouest. Les grandes charges changent de main. Des chefs venus d'ailleurs administrent la péninsule et la vieille capitale garde surtout ses pierres, ses rives et sa mémoire. Dans ce paysage plus calme en apparence, l'évêque de Rome prend une place nouvelle. On le regarde pour arbitrer, pour organiser l'aide, pour donner des repères quand les bureaux civils se taisent. Le palais du Latran devient un lieu de décision tranquille, avec des écritures, des sceaux, des visiteurs qui attendent sous un portique à l'abri du vent. Peu à peu, l'église dessine un filet d'entraide. Des diacres gèrent par des greniers, distribuent du pain quand les arrivages se font rares, veillent à l'eau des fontaines. Des processions régulières relient les basiliques des saints. Elles traversent la ville comme des rivières lentes de chants et de lampes. Les maisons pauvres reçoivent des vêtements, des malades sont visités, des veuves trouvent une table. La charité devient une administration douce, écrite, comptée, stable. Sous un chef goth, installé plus au nord, Rome garde ses usages. Les lois romaines continuent de guider les juges, les artisans travaillent, les propriétaires surveillent leurs champs autour des aqueducs. La ville n'est pas brillante, mais elle se tient. On répare un pont emporté par une crue. On rouvre une porte. On renforce un égout. Les pas restent sûrs sur les dalles, même si la lumière paraît un peu plus basse. Un jour, l'Orient décide de reprendre pied dans l'Italie. Des généraux arrivent comme par la mer, s'installent, négocient, assiègent parfois. Loin des récits d'éclat, retenons l'effort de rétablir des comptes, des poids, des greniers, des chemins. Les années passent, lourdes, et la ville souffre de la lenteur de ses mouvements. Pourtant, une fois la tourmente retombée, on retrouve des routines. Remettre en état une conduite d'eau, redresser une borne, rétablir un bureau de justice. La pierre se prête aux reprises. L'eau revient peu à peu sous les arches. Dans ces temps incertains, les églises deviennent des îlots de paix. On y lit, on y écrit, on y conserve des livres, on y forme des chantres. Des mosaïques recouvrent des absides avec une lumière d'or qui rappelle la promesse de continuité. Les pèlerins, venus par la mer ou la route, trouvent des hospices près des basiliques, boivent à une source, prient, laissent une petite offrande. Les cloches marquent les heures, et la ville respire encore, même si son souffle est court. Ce moment compte parce qu'il apprend à Rome à durer par d'autres moyens que les charges impériales.
La cité n'est plus le centre d'une machine immense. Elle devient une école de patience, de mémoire et de service. Le Tibre continue de glisser au pied des quais. L'herbe pousse entre des dalles, des mains balayant la poussière chaque matin redonnent de la netteté à des espaces qui auraient pu se perdre. La reconquête venue de l'Est laisse des traces de pierre et de règles. L'évêque, lui, laisse des traces d'attention aux personnes. Ensemble, cela permet de tenir. Après les reprises bocades de l'Orient, l'Italie est un damier de pouvoir. Au nord et au centre, des peuples venus par les cols occupent des plaines et des collines, s'installent, créent des duchés. Dans plusieurs villes, des fonctionnaires de l'Orient gardent des clés, des sceaux, des dépôts. Rome, elle, devient un duché particulier, relié à Byzance par le fil du Tibre et par des lettres qui voyagent au rythme des saisons. Entre ces forces, l'évêque de Rome agit comme un médiateur de pierre et de papier. Il négocie un passage, obtient des vivres, demande des réparations. Peu à peu, un équilibre se forme. Les nouveaux venus cultivent, ouvrent des marchés, apprennent les usages des lois romaines. Ils bâtissent des églises sobres, dressent des clochers carrés qui regardent la plaine et adoptent des mots du latin des notaires. À Rome, des moines grecs s'installent près de la rive, apportent des livres, des images, des chants. L'Est et l'Ouest se parlent à voix basse, par les ateliers et les sacristies, plus que par les palais. La ville connaît aussi de petites renaissances. Un pape énergique remet en ordre des titres de propriété, pour protéger des hospices, restaure un aqueduc pour un quartier, commande une mosaïque où la lumière coule comme un ruisseau d'or. Un autre ordonne la copie de livres, crée une école de chant, renforce la discipline des diacres. Rien de bruyant, mais des pierres bien posées, des registres tenus, des voix sûres qui apprennent aux enfants. La culture respire par ces gestes réguliers. Pendant ce temps, des alliances au-delà des Alpes se tissent. Des rois du Nord prêtent main forte, apportent des charpentes, des artisans, des scribes. En échange, ils reçoivent des couronnes bénies, des titres, une place dans la mémoire romaine. Des actes signés fixent des limites, des routes, des protections. Une zone de gouvernement propre à l'évêque s'affirme, avec des officiers, des taxes simples, des ponts à garder. La ville retrouve ainsi un peu de marge pour s'administrer. Dans les campagnes, des monastères deviennent des phares. Ils assainissent des terres, canalisent l'eau, enseignent la taille de la pierre, l'écriture, la musique. Les paysans viennent y chercher des semences, des conseils, de l'aide lors d'une mauvaise saison. Ces maisons, posées près d'un gué ou sur une hauteur douce, stabilisent le paysage humain. Le réseau s'étend et les marchés voisins se calment. On sait où trouver du pain, où déposer une plainte, où soigner une fièvre. Ce tissu mêlé, byzantin, lombard, romain, change la ville en carrefour de style. Dans une même rue, une frise grecque longe une porte latine, un chant venu d'Orient résonne sous un plafond refait par des charpentiers du Nord. Les habitants s'habituent à cela comme on s'habitue au bruit régulier d'une fontaine. L'essentiel tient, la parole tenue, la pierre droite, l'eau partagée. De petites renaissances locales, discrètes mais tenaces, préparent des siècles plus clairs. La ville entre dans une longue période de marche lente. Les pèlerins arrivent par la voie fluviale ou par des routes qui longent des champs clairs. Ils viennent visiter des tombes de saints, prier dans de grandes basiliques au sol froid, toucher une balustrade polie par des générations. Des hôpitaux accueillent, des confréries guident, des tavernes servent un repas simple. La cloche d'une église donne l'heure de la messe, une autre invite au repos, et la vie s'ordonne selon ses sons. Autour des sanctuaires, des ateliers s'organisent. On fabrique des médailles, des lampes, des livres de prière. Les relieurs cousent des cahiers. Les enlumineurs déposent des couleurs qui prennent la lumière comme de petites sources. Les tailleurs de pierre refont un seuil, gravent une inscription, redressent une colonne ancienne pour qu'elle serve encore. Les charpentiers réparent une toiture, installent des chevrons plus solides, posent des tuiles qui claquent au soleil avant de se calmer au soir. La ville médiévale s'équipe de tours carrées, construites par les familles qui veulent mieux marquer leur nom et surveiller leurs biens.
Elles rythment le ciel comme des orgues de pierre, tandis qu'en bas les ruelles serpentent entre des maisons serrées. Des ponts gardent les passages sur le Tibre, et des moulins flottants tournent doucement, chantant une rumeur régulière. Le marché s'étale sur des places triangulaires où l'on vend tissus, pain, outils, lampes. Les prix sont affichés, les poids vérifiés, et la confiance naît de ces gestes simples. Les saisons imposent leur calme. Au printemps, on refait les chemins à la digue, on brosse les murs couverts d'une poussière claire. En été, on cherche l'ombre sous les portiques. À l'automne, les fruits sèchent sur des claies et les vendanges emplissent les cours. En hiver, on resserre les soupiraux, on lit à voix douce près d'une lampe. Les processions marquent les grandes dates, une litanie passe, des bougies se reflètent sur la pierre humide, la foule respire au même rythme. Le gouvernement communal s'affirme par moments avec des assemblées de citoyens qui règlent des taxes, des pavages, la garde de nuit. Les confréries d'artisans prennent soin des leurs, soutiennent les veuves, demandent des orphelins d'un outil et d'un apprentissage. Les notaires rédigent de testaments et contrats sous des arcades fraîches. Tout se fait avec peu de bruit, mais avec une rigueur qui rassure. Les archives gardent ces papiers comme on garde de l'eau dans une citerne. Pourquoi cette Rome médiévale importe-t-elle ? Parce qu'elle montre une façon d'habiter la grandeur sans besoin d'éclat. Les pèlerinages apportent un souffle et des ressources, les cloches règlent le temps, les ateliers transforment les matières en objets utiles et beaux. La ville vit de sa mémoire, de ses métiers, de sa maîtrise de l'eau et de la pierre. Le soir, sur un pont, un pèlerin regarde la lumière descendre sur le fleuve, entend la dernière cloche et comprend que Rome est devenue une école de patience partagée. Avec la Renaissance, la ville retrouve un élan clair. Des ateliers s'ouvrent derrière des portiques, des tailleurs de pierre polissent des blocs pâles, des peintres montent des échafauds légers qui sentent le bois neuf. Les papes, entourés de secrétaires et de maîtres d'œuvre, veulent une ville ordonnée, bien alimentée en eau, simple à traverser. On nettoie des places, on redresse des axes, on répare ce qui fuit. Le matin, un vent frais passe entre les maisons et fait tinter doucement des cloches. Peu à peu, l'eau redevient la grande alliée. Des conduites anciennes sont rouvertes, des sources captées, des arches réparées pour amener une eau claire jusqu'au quartier bas. Les fontaines deviennent de vrais meubles urbains. Elles donnent à boire, elles rafraîchissent l'air, elles offrent une musique douce au milieu de la pierre. Des bassins recueillent le trop-plein, des bornes indiquent la pression, et les femmes viennent remplir leurs cruches à heure fixe. L'eau, gardée par la règle, est un bien de tous. Autour des chantiers, les métiers s'organisent. Le marbre arrive par charrette depuis les rives, des sculpteurs l'adoucissent jusqu'à ce que la lumière glisse dessus sans effort. Des imprimeurs assemblent des pages nettes, des relieurs cousent des volumes qui voyageront loin. Dans les palais en chantier, on trace des cours régulières, des escaliers qui respirent, des fenêtres qui cadrent le ciel. La beauté n'est pas un luxe isolé. Elle sert à mieux vivre, à mieux circuler, à mieux se parler. Vient le temps du baroque avec ses courbes qui guident le pas et ses surprises de lumière. Des places rondes accueillent des obélisques dressés comme des aiguilles calmes, des façades ondulent sans bruit, des fontaines lancent un jet qui retombe en pluie claire. Un sculpteur imagine des anges qui semblent se poser, un architecte creuse une niche qui capte un rayon au bon moment. Les pèlerins s'arrêtent, respirent et repartent au seul rythme des cloches. La ville devient une scène douce qui respecte le marcheur. L'administration suit. Des bureaux tiennent des registres pour les travaux, perçoivent des taxes pour la pierre et pour l'eau, contrôlent les chariots et les poids. Les confréries soutiennent les ateliers, les hospices reçoivent les faibles, des écoles de dessin forment des mains sûres. On restaure aussi des ruines sans les violenter. On étaye, on dessine, on mesure, on apprend à laisser parler la mémoire. Les chantiers avancent lentement, mais ils avancent droit. Pourquoi cette période compte-t-elle ? Parce qu'elle montre comment une ville peut soigner son corps sans oublier son âme. L'eau et la pierre servent le peuple autant que les cérémonies. La lumière rend le quotidien plus doux. La règle protège les lignes et les rives.
Le soir, sur une place claire, la pierre garde la chaleur, une brise passe, la fontaine continue de chanter. Et chacun rentre chez soi, par des rues lisibles, avec la sensation tranquille d'habiter un ordre vivant. Au siècle des Lumières, la ville se regarde avec des yeux neufs. Des savants mesurent les ruines, dessinent des plans, comparent les pierres comme on compare des mots. Des réformes simplifient des impôts, ordonnent des archives, nettoient des voies. On parle de santé publique, de pavés à remettre droit, de rives à mieux tenir quand l'eau monte. Le ton reste calme, mais la volonté d'ordre grandit. Quelques années, un pouvoir venu de l'Ouest impose une administration plus serrée. On recense, on classe, on codifie, on ouvre des musées pour protéger ceux qui risquent de partir. Puis le balancier revient. L'ancienne autorité reprend sa place, et l'on continue de creuser, d'étayer, d'étiqueter. L'idée s'installe que la ville doit à la fois habiter le présent et garder le passé. Des ateliers d'archéologie deviennent des écoles de patience. Vient le Risorgimento, et à la fin d'un long chemin, Rome devient capitale d'un pays rassemblé. Des ingénieurs tirent des lignes droites sur des cartes, des équipes posent des égouts, tendent des conduites, tracent des boulevards. Sur le Tibre, on élève des murs de protection qui fixent les rives et domptent les crues. Des ministères, une chambre, des écoles normales s'installent dans des bâtiments neufs aux façades régulières. Les trains entrent par des gares agrandies et des tramways filent sur des rails clairs. Le quotidien change vite. Des familles arrivent de toutes les provinces, cherchent un atelier, un bureau, un comptoir. Des quartiers neufs poussent vers le nord et vers l'est, avec des rues larges, des arbres, des places géométriques. On ouvre de grands marchés, couverts où le pain, les légumes, le poisson, l'huile trouvent chacun leur banc. Le gaz puis l'électricité éclairent les soirées. Les journaux remplissent les cafés d'un murmure bas. La cloche d'une église répond parfois au sifflet d'un train. Les ruines, elles aussi, trouvent un nouveau cadre. On consolide des arcs, on dégage des dalles enfouies, on protège des murs avec des barrières simples. Des lois fixent ce qui peut se démonter et ce qui doit rester. Des services publics suivent les travaux. Cela n'empêche pas les tensions avec l'autorité religieuse, mais la ville avance, réglée par des plans approuvés, des budgets, des appels d'offres. L'habitude d'écrire avant d'agir évite bien des pertes. Cette étape compte parce qu'elle donne à la cité un rôle moderne sans l'arracher à sa mémoire. De capitale spirituelle, elle devient aussi capitale politique et administrative, avec des responsabilités claires. Routes, écoles, eau, pierre, justice. Au crépuscule, un employé éteint une lampe dans un bureau neuf. Un ouvrier rince ses mains à une borne fontaine. Un tram sonne au coin d'une place. La ville sait désormais respirer au rythme d'un pays tout entier. Le nouveau siècle apporte des promesses et des raideurs. Un régime s'impose, aime les avenues droites, les places larges, les façades sévères. On ouvre de grands axes, on dégage des vues vers des monuments anciens. On construit des quartiers neufs avec des bâtiments puissants. Des studios de cinéma naissent aux portes de la ville. Une industrie d'images, de métiers et de rêves donne du travail et attire des foules. L'État utilise la pierre et la lumière pour parler fort. Les habitants, eux, cherchent surtout des loyers tenables, de l'eau fiable, des transports réguliers. Peu à peu, un vaste quartier d'exposition est dessiné au sud, avec des rues calmes et de grandes places. On projette des événements. On bâtit des pavillons clairs. On dresse des statues sobres. Dans le centre, des percées ouvrent des perspectives. Des maisons anciennes sont déplacées ou détruites pour créer un ordre visuel. On met aussi en valeur des vestiges. On dégage des dalles. On balise des parcours. Chaque pierre déplacée rappelle que la beauté peut coûter cher si l'on oublie les vies présentes. La fin des années 30 et le cœur de la décennie suivante assombrissent la ville. Des lois d'exclusion frappent des voisins juifs qui perdent leurs droits, leurs écoles, leurs métiers. La dignité des victimes doit être nommée avec clarté et la responsabilité du régime rappelée sans détour. Pendant l'occupation, des rafles ont lieu. Des familles sont arrêtées puis envoyées loin de la rive familière du Tibre, et beaucoup ne reviendront pas. Après la guerre, des mémoriaux,
Des stèles et des cours d'école portent des noms pour que la mémoire reste vive, avec respect et pudeur. La justice, les témoignages et l'enseignement rappellent les causes, les conséquences et la nécessité d'une vigilance civique. La République s'installe et la ville recommence à bâtir pour le quotidien. Des quartiers d'habitation montent sur les collines. Un périphérique cercle la cité. Des lignes de bus et de métro relient les rives. Les Jeux de 1960 offrent un moment clair. Des ponts légers, des stades sobres, des piscines où l'eau reflète un ciel propre. On aménage un aéroport moderne près de la mer. On assainit des zones humides, on plante des arbres. Les ateliers reprennent, les écoles se remplissent, le cinéma connaît des années lumineuses. Les décennies suivantes mélangent flux et limites. Le trafic pèse, les déchets inquiètent, des bâtiments attendent des soins, mais des lois de protection se renforcent, des zones piétonnes s'installent, des fouilles patientes découvrent des détails oubliés. Les universités attirent des étudiants venus de loin. Les musées apprennent à expliquer avec simplicité. Les rives accueillent des promenades. Des citoyens se regroupent pour demander plus d'arbres, plus d'eau propre, des places plus calmes. La ville écoute, parfois lentement, mais elle écoute. Ce XXe siècle compte parce qu'il a testé la solidité des institutions et du tissu social. La ville a connu un régime autoritaire, la guerre, la perte, puis la réparation, la règle commune et le soin. Au soir, une brise passe sur une place, une cloche sonne, une fontaine continue de donner une eau fraîche. Entre pierre et lumière, la cité a trouvé la force de recommencer en gardant la mémoire de ceux qu'elle a perdus et de ceux qui l'ont relevé pas à pas. Ce qui reste de Rome n'est pas seulement dans ses pierres, mais dans la façon dont beaucoup de villes vivent encore aujourd'hui. Nous lisons des lois écrites, nous élisons des responsables pour un temps limité, nous discutons sur des places ouvertes où chacun a droit à la parole. Les routes suivent des lignes claires, les ponts s'alignent au-dessus de l'eau, les archives gardent la mémoire des décisions. Même le goût pour les fontaines, pour une lumière bien cadrée dans une rue, pour des places où l'on peut marcher tranquillement, vient en partie de ce vieux savoir-vivre. La grandeur ne tient pas à la taille seule. Elle tient à l'accord patient entre la pierre, l'eau et la règle partagée. Dans bien des pays, le droit porte encore la marque d'une vieille discipline. Contrat lisible, succession réglée, responsabilité devant un juge qui écoute. L'idée qu'une loi écrite doit valoir pour tous, que le pouvoir se contrôle par d'autres pouvoirs, que la citoyenneté donne des droits et des devoirs, vient de ces habitudes patiemment posées. Les mots « Sénat »,« forum »,« municipal »,« public » continuent de circuler parce qu'ils nomment des choses utiles. Une cité n'existe pas sans calendrier, sans liste, sans compte clair. C'est simple et profond à la fois. Ce fil d'ordre calme éclaire encore notre vie commune, comme une cloche qui sonne juste l'heure. Les héritages de pierre sont visibles à l'œil nu. Une arche bien faite reste solide pendant des siècles. Un dôme tient parce que les forces se répartissent avec mesure. Un égout discret épargne bien des soucis après la pluie. La basilique, grande salle claire inventée pour la vie civile, a inspiré des églises et des salles publiques sur d'autres rives. Les routes où l'eau est tracée avec soin ont dessiné des cartes que nous suivons encore. Des ponts posés sur des piles rondes font toujours passer les pas et les charrettes d'aujourd'hui. L'ingénierie était une politesse envers la vie ordinaire. Conduire l'eau, tenir la rive, lisser la pierre pour que la marche soit sûre. La langue aussi a laissé une empreinte douce et tenace. Du latin sont nées des familles pas de mots qui se comprennent de l'Atlantique aux Carpates. Beaucoup portent la lumière, la terre, la maison, le pain, l'espoir. Les noms des mois, des étoiles, de métiers simples ont traversé les siècles. Des lettres, des poèmes, des maximes de sagesse continuent d'apaiser ou d'encourager, parce qu'ils parlent d'hymnes, de mesures, d'amitié, de devoirs, de limites. L'art reprend les formes anciennes sans les copier servilement. Une colonne soutient, un fronton rassure, un alignement calme l'œil. La mémoire vit autant dans un alphabet que dans un mur. Aujourd'hui, on peut marcher au petit matin sur un pavé ancien
écouter un pas léger s'accorder au vent qui vient du fleuve, sentir la pierre encore tiède de la veille. Le Tibre glisse comme toujours, les rives garent des herbes et des murs, une lampe s'éteint doucement sous un portique. Des enfants passent à vélo, des étudiants lisent à voix basse, un employé ouvre une grille en fer. La ville mélange le très vieux et le très simple sans effort. Ce qui compte n'est pas de dire que tout fut parfait, mais de voir que tant de gestes ont cherché la durée et la clarté. Quand une cloche sonne sur une place et que la lumière se pose sur l'eau, on comprend que l'histoire de Rome est aussi celle d'un certain calme qui nous accompagne encore, pas à pas, de rive en rive.